Bien, monsieur le maire de Saint-Palais, cher ami, monsieur le conseiller général d'Ivoldi, maire d'Ibarol, je regarde parmi les autres personnalités qui sont ici, je les salue d'ailleurs toutes, monsieur le premier adjoint de la commune de Saint-Palais, mesdames et messieurs, je pense que comme on va avoir une réunion où on aura beaucoup de choses à se dire, on aura le temps de faire du protocole. Je salue Jean-Louis Pérez, qui tient à peu près les comptes de tous les établissements du Pays Basque intérieur. Et ne soyez pas effrayés par ces machines, c'est parce qu'on m'a dit que j'étais un peu trop rétro et qu'il fallait moderniser un peu mon image. Donc ce monsieur que j'ai rencontré, la Vignotte, avec Fred, sont en train de m'enregistrer parce qu'après ils me mettent sur tous les sites sociaux d'Internet, où il paraît que je fais un tabac d'ailleurs, et où j'apparais d'assez loin d'ailleurs comme le meilleur des candidats de notre circonscription, hein, parce que je ne vais pas chercher ailleurs, parce qu'ailleurs c'est beaucoup plus difficile. Voilà, eh bien, comme nous le faisons habituellement, je vais laisser le soin à Barthélemy Aguerre, qui a bien voulu me faire l'honneur d'être mon suppléant et de m'accompagner dans cette véritable épopée, parce qu'une élection sur ce territoire, c'est une épopée. D'ailleurs, tous ceux qui la découvrent, tous ceux qui viennent, tous ceux qui ne l'avaient jamais fait s'en rendent compte. C'est un territoire exceptionnel, magique à bien des égards, dur, âpre, mais qui est exceptionnellement, je dirais même de manière émouvante, aimé et respecté par les habitants qui l'ont aimé au point d'avoir choisi d'y vivre. Voilà. Alors ensuite, après l'émis, je ferai un petit exposé, sauf s'il y a, bien entendu, parce que pendant les élections, le peuple est souverain, même au-delà aussi. Vous m'entendez bien là, je suis assez haut du point de vue voix. Si vous avez des questions préalables à poser, ou si certains, tenus par des horaires, souhaitent poser des questions, dans quel cas nous commencerions bien entendu tout de suite par les questions. On a des questions importantes à poser à Barthélemy Aguerre à ce sujet. Il est très bien au courant de l'affaire de la participation qui nous mine dans l'entreprise aujourd'hui, qui est au tribunal depuis 2003 et qui est ressorti depuis 1996 pour des affaires de 93 à 98. Et aujourd'hui, sur les propositions de négociation qu'on a voulu mettre en place, à l'Aubéry, aujourd'hui comme en 2000, 2002, etc., et aujourd'hui de nouveau, on a été rejeté. C'est une affaire qui est devant les tribunaux depuis 2003 et qui a été gagnée par les salariés sur le fond du problème à toutes les instances, que ce soit le tribunal de Bayonne, le tribunal de Pau, la cour d'appel de Pau, et également par les experts nommés par la cour d'appel de Pau, l'expert Barrère qui a été nommé et qui nous a donné raison sur 80% de cette affaire-là. Cette affaire nous prend à cœur parce que bon, ce n'est pas une petite affaire, et ça concerne quand même 6 à 7 000 euros par salarié sur toutes les années de 93 à 98. Alors on voudrait savoir, puisque vous vous présentez aux élections législatives, qu'est-ce que vous comptez faire pour le droit des salariés? C'est ma première question. Et à Barthélemy Aguerre. À l'Aubéry, il y a un directeur qui a la charge totale, la délégation totale pour le personnel, et il y a un président. Donc il ne faut pas non plus prendre tous les administrateurs à rebours. Moi, je suis Ruti Aguerre, complètement dans cette affaire-là. S'il me dit qu'il faut donner 1 000 euros aux salariés, je donne 1 000 euros aux salariés. Je dis oui. L'Aubéry, c'est une très grosse entreprise. Coopérative, donc, considérée entreprise pour nous. Parce que ça n'a... Parlons de coopérative, parce que ça n'a pas grand-chose de coopérative. Hein. Voilà. Mais c'est une coopérative, effectivement, gérée par un conseil d'administration dont M. Barthélemy Aguerre est vice-président. Il y a toujours un sujet qui transcende un petit peu les sujets habituels que l'on rencontre dans une campagne électorale. Et moi, je pense que c'est un temps de vraie démocratie dans lequel on évoque les sujets. Alors,
Lémy vous a répondu sur les questions que vous posiez, tout au moins sur celles sur lesquelles il pouvait être répondu ce soir. J'ai noté que vous aviez accepté que vous puissiez vérifier un certain nombre de points. Personnellement, je m'en réjouis. Et sur les autres qui sont, si j'ai bien compris, plus anciens, plus lourds, sur lesquels il y a du contentieux, il y a un certain nombre de décisions certainement qui doivent continuer à être prises, notamment au niveau de la justice. Si j'ai bien compris, il y en a aussi certaines qui l'ont été, et je pense que nous sommes suffisamment proches. En tout cas, pour moi, c'est un moyen de mieux connaître cette grande coopérative que vous avez et qui est l'une des principales du département. Donc, ne le prenez pas mal, mais en tout cas, ne le croyez pas sur un plan ironique, mais quelque part, je me réjouis que ce type de débat ait lieu et qu'il ait lieu aussi pendant une campagne électorale. Ce que je voudrais dire, c'est que si ça a lieu ainsi, c'est parce que nous avons choisi, et j'ai voulu, après avoir très largement interrogé ici au Pays Basque, sachant que je devais changer de suppléant, j'ai largement interrogé pour savoir quelle est celle ou celui qui aujourd'hui serait le meilleur suppléant pour le Pays Basque. Alors je n'ai peut-être pas interrogé toutes les sensibilités, je n'ai peut-être pas interrogé tout le monde. En tout cas, il y a eu un plébiscite très large pour Barthélémy Aguerre pour deux raisons. La première, c'est que sur le plan politique, c'est quelqu'un qui fait autorité, qui a été brillamment élu et réélu sur le canton de Saint-Palais, qui a su, avec le maire de Saint-Palais et le président de la communauté de communes, créer une ambiance qui est à peu près unique dans le département. Croyez-moi, je vous le dis tel que je le perçois, avec des réalisations, une ambiance de travail que, franchement, indépendamment du grief qui a lieu et que je ne minimise pas, mais que j'envie à ce territoire. Et le hasard fait bien les choses. Hier, nous étions précisément sur mon territoire et un certain nombre de gens, et il a dû être surpris d'ailleurs, sont venus à ma rencontre parce que c'est toujours pareil, hein, nul n'est prophète dans son pays et nul ne fait l'unanimité. Ils sont venus à ma rencontre pour m'interpeller, je dirais d'une manière presque plus, encore un peu plus, enfin, vous l'avez fait d'une manière très, comment je dirais, très urbaine, très, vous avez dit des choses fortes, mais moi j'ai été quand même secoué hier chez moi. Mais je trouve que c'est normal. Il a été surpris hier. Moi je ne suis pas surpris parce que quand on fait ce genre, quand on occupe ce genre de mandat, il faut être prêt à tout et il faut pouvoir l'assumer tranquillement. C'est là aussi que l'on mesure la capacité des hommes à faire face. Voilà. Donc moi j'ai appris, je vous en remercie. Je vous disais que j'ai choisi Barthélémy parce que tous les plus grands, enfin comment je dirais, les plus en vue m'ont dit c'est le suppléant idéal si tu veux t'en sortir dans une élection aussi difficile que celle à laquelle tu dois faire face aujourd'hui. Et effectivement, j'ai un challenge qui est à peu près impossible à surmonter. C'est une circonscription qui a le plus voté François Hollande. Je ne suis pas le candidat du Parti socialiste. Mes chances de réussite avec une primaire, ou une présence d'un candidat UMP, parce que la primaire c'était plutôt l'ancien vocabulaire, font que mes chances de succès sont quand même réduites sur le papier. En fait, elles sont beaucoup plus grandes que ne le dit le papier, parce qu'il y a une prime sortant, puis il y a, ma foi, une certaine manière d'exprimer l'attachement au territoire et à ses réalités. C'est la raison pour laquelle
je crois, et je nous souhaite d'ailleurs, collectivement, de gagner avec Barthélemy cette élection. Le deuxième élément qui a fait que, et je suis très heureux qu'il ait accepté, c'est parce que c'est très rare aujourd'hui, pour ne pas dire quasiment unique, de trouver des élus politiques qui aient des responsabilités sur le plan professionnel et qui aient notamment des responsabilités avec des salariés et qui aient des responsabilités lourdes à ce niveau-là. Parce que malheureusement, une des raisons qui font que nous nous faisons détester par nos électeurs et que bien d'entre eux s'égarent de plus en plus souvent sur des votes extrêmes ou l'abstention. Je veux dire d'ailleurs au passage que je suis absolument partisan du vote blanc, la reconnaissance du vote blanc qui permet et qui permettrait de dire aux citoyens nous ne sommes d'accord avec aucun des visages ni des projets qui sont présentés, nous votons blanc. Je pense que ce serait un acquis considérable pour la démocratie. Donc c'est très rare, ça existait auparavant, mais aujourd'hui c'est très rare d'avoir un chef d'entreprise qui se présente à des élections. D'abord parce que c'est une question de temps, c'est souvent une question de choix. C'est certainement aussi un choix qu'il a fait parce qu'il serait peut-être déjà plus haut sur le plan politique s'il n'avait pas fait celui-là. J'ai eu la chance de suivre son parcours, puisque nous avons été élus maires la même année, à 14 jours d'intervalle, et je sais qu'à un moment donné, il a quitté le monde de l'expression publique pour s'occuper précisément des affaires de sa propriété avec un associé, et ensuite faire grandir la propriété et son affaire, et s'occuper aussi de l'Urberie. Il y a des choses que nous savons faire, mais il y a des choses que vous savez faire et que nous ne savons pas faire. Nous nous sommes trop timorés au niveau de la création d'entreprises, de coopératives touchant à l'agroalimentaire. C'est un malheur pour nous. Et je compte sur lui pour le faire, parce qu'il a montré qu'il savait le faire. Voilà. Donc, effectivement, si mon suppléant avait eu un autre métier, s'il avait été dans un autre, et je ne veux rien citer pour ne pas susciter de polémique, dans un autre corps de la société civile, peut-être que nous n'aurions pas la chance d'avoir cet échange ce soir. Alors moi j'ai bien compris, et j'ai bien entendu ce que vous avez dit, et ça m'amène à répondre à la question sur laquelle vous m'avez interpellé, c'est-à-dire l'absence d'engagement sur les salaires et d'une manière générale sur les droits du salarié dans notre société d'aujourd'hui, qui a bien des égards une véritable jungle. Et j'ai d'ailleurs pris beaucoup de temps pour exprimer cela, puisque j'ai pris la peine d'écrire 2 livres, dont le second, Le Retour du citoyen, parce que pour moi, ça a du sens, et c'est d'ailleurs un des grands enjeux, non seulement des mois, mais des années à venir, et c'est là certainement que se jouera une certaine forme d'avenir de notre pays, et peut-être de la communauté européenne et du monde. C'est-à-dire que le fait de savoir si on va être capable, de générer, je parle là très largement, suffisamment, ou de retrouver suffisamment de pouvoir, c'est plutôt ce que je devrais dire. Parce que je pense, hélas, que nous, les politiques, nous avons perdu beaucoup de pouvoir au détriment de la finance et de la technocratie. Et que, malheureusement, ça nous a échappé. L'argent coule à flot, il y en a beaucoup, mais il est de moins en moins maîtrisé par ceux qui auraient la charge de le maîtriser et qui auraient même le devoir de le maîtriser au nom du suffrage universel. Alors ça, c'est un très difficile pari à relever, et je ferai tout ce que je pourrai d'ailleurs pour faciliter
comme je l'ai fait dans le passé, hein, mais je le ferai avec le nouveau président pour faciliter tout ce qui pourrait aller dans ce sens. Parce que, à mon avis, c'est une question essentielle. Je dirais une question de paix sociale, peut-être pour ne pas employer des termes plus forts, mais d'intégration des jeunes au travail et de recouverte d'une cohésion sociale qui n'existe plus. Donc là-dessus, il n'y a absolument aucun problème, ni aucun hiatus entre ce que vous avez dit ou ce que je vous ai entendu dire et ce que je pense. Alors pourquoi nous ne l'avons pas mis sur le pied? Non, mais il n'y a pas besoin de se justifier. Non, non, non. Vous me le demandez, je veux le dire. Je veux dire d'abord, c'est bien dommage de notre part, parce que s'il y a un sujet qui nous tient à cœur, c'est bien celui-là. Deuxièmement, et nous avons voulu plutôt utiliser nos pages, qui sont quand même bien remplies déjà, à essayer d'expliquer un certain nombre de mécanismes, pensant, ou peut-être, oui, peut-être que je n'ai pas été suffisamment sensible à ça, pensant que cette affaire des retraites, des salaires, des moyens de vie, de dialogue social, était tellement au cœur de notre société actuelle, et qu'elles avaient été d'ailleurs tellement au cœur de la campagne, de la campagne présidentielle, contrairement à l'avenir de nos campagnes, dont on n'a pas parlé, contrairement à l'avenir de l'agriculture, dont on a très peu parlé, contrairement à l'avenir de ce qui nous occupe d'ailleurs depuis 3/4 d'heure maintenant, dont on a très peu parlé, c'est vrai que j'aurais pu y consacrer, parce que je pourrais en parler des heures tellement le sujet me passionne. Alors, je veux simplement dire, pour vous, et au nom de tous ceux qui pourraient me poser la question, c'est dommage, effectivement, que nous n'ayons pas consacré à un sujet qui nous tient tant à cœur 20 lignes, parce qu'on pouvait dire beaucoup de choses en 20 lignes. Mais ceci ne change rien à ma volonté d'aller dans le sens que vous indiquez. Il y a une seule précaution, c'est qu'on ne peut pas faire non plus de démagogie, c'est-à-dire on ne distribuera pas ce qu'on n'a pas. Là, je crois appartenir à une formation politique qui a payé suffisamment cher le fait de dire la vérité, ou tout au moins une forme de vérité, peut-être sans y mettre suffisamment de gants, et je crois que nous avons payé suffisamment cher pour que vous puissiez me croire sur parole. Voilà. Alors, j'en ai pris acte. Désormais, dans mes prises de parole, j'aurai l'occasion de revenir sur ce point et de dire qu'effectivement, c'est dommage que sur un document aussi complet que celui que nous avons voulu, nous avons traité des sujets extrêmement difficiles, il n'y a pas eu cela. Il faut savoir que quand on abandonne le dépôt, quand le salarié n'est plus dans son dépôt, l'agriculteur n'est pas là. Et l'agriculture disparaît aussi. C'est de la même manière. Et donc, c'est des choses qui sont à traiter de la même manière que vous avez traité un petit peu grossièrement l'agriculture. On voit des choses qui apparaissent sur des livres qui n'ont jamais été dites jusque-là. Mais bon, voilà. On va en rester là pour notre part. On a compris votre réponse. Bon, on a compris aussi que vous demandez à votre lecteur de voter blanc. Mais après, à partir de là, vous êtes sur une ligne qui ne nous correspond pas tout à fait sur cette partie des salariés qui est pour moi complètement évidente. Simplement 2 mots sur ce que vous venez de dire. Attendez, j'appelle nos citoyens à voter blanc, pas pour l'élection qui vient. Hein. Je pense que si vous avez surtout ne vous privez pas. Non, mais j'apprécie votre subtilité et, mesdames et messieurs, ne changez pas de porte-parole, il est vraiment très fort et très brillant. Vous ne trouvez pas qu'on est dans une société où on dit assez de mal des autres pour qu'il y en ait au moins un qui dise du bien de temps en temps? Alors voilà, simplement, après, parce que je pense qu'il y en a certains qui font mouvement, donc j'ai pris acte. Et je sais ce que c'est d'être salarié. Bon, comme je crois qu'on est tous des gens de bonne volonté, est-ce que vous me permettez quand même, parce que je vois que vous faites un mouvement vers la sortie, de dire quand même un mot de conclusion, puisque après tout c'est notre réunion.
Bon, d'abord, moi, je veux dire que, ne croyez pas que c'est un effet de manche. Hein. Moi, je me réjouis de ce qui se passe. Hein, parce que, très sincèrement, si nous n'avions pas constitué ce tandem, ça n'aurait pas eu lieu. Deuxièmement, je voulais dire que, au fond, tant que vous pourrez discuter comme ça, eh bien, il y aura quand même de beaux jours pour la coopérative, la coopération, qui est tellement battue en brèche, non seulement sur l'ensemble du territoire français, et même ailleurs, alors que c'est une idée aussi forte. Moi, si je peux me permettre, je vous conseille non seulement de continuer, mais même d'aider un petit peu les territoires à côté qui n'ont pas su mettre au point ce que vous aviez à mettre au point. Troisièmement, je veux dire que finalement, dans le fond, on a permis une expression qui va aller bien au-delà d'ailleurs de notre réunion, puisque c'est filmé sur Internet, et que vous allez pouvoir ainsi faire voir, et on va donner un exemple de démocratie et de débat social en direct à Saint-Palais, ce qui n'est fait nulle part ailleurs en France. Donc moi je vous remercie d'avoir bien voulu venir. Ensuite, en tant que député, je reste à votre disposition. Bon, bien entendu, je ne connais pas le détail, mais en tant que député, j'ai une idée quand même sur le dialogue social, sur les très grandes difficultés de l'emploi. Et si je peux me permettre, bravo quand même pour ce que vous avez fait ensemble. Je crois que vous êtes là-dedans depuis 38 ans. C'est quand même assez beau. Même s'il y a quelques difficultés à régler, eh bien nous en avons pris ce soir. Acte ce soir, et je pense que ça fera avancer le schmilblick. Merci, messieurs, dames. Merci. Et si vous voyez des gens qui ne savent pas pour qui voter, vous pouvez leur dire que ils peuvent voter pour nous. Allez, bonsoir. Donc, Jean m'a demandé d'être son suppléant il y a déjà quelque temps, et j'ai demandé un peu de délai jusqu'aux élections présidentielles pour lui répondre. Donc je m'étais engagé à lui répondre dans les jours ou le lendemain de l'élection présidentielle, ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que moi je suis centre. Mes parents étaient démocrates chrétiens, j'ai suivi dans la ligne démocrate chrétienne, je me suis retrouvé un peu centre-droit, je suis resté dans cette ligne-là. Et en 2007, je n'ai pas adhéré au MoDem de Bayrou et de Jean Lassalle parce que, bon, c'était pas... parce que je suis pas intellectuellement très développé, j'ai pas l'esprit très développé intellectuellement, donc j'ai pas très bien compris ce qu'ils voulaient faire avec le MoDem à l'époque. Et les élections présidentielles s'approchant et la tension montant, je me suis dit, si jamais le MoDem penche vers le Parti socialiste, je n'irai pas avec Jean Lassalle, parce que moi, je suis centre-droit, je suis en aucun cas, je ne suis socialiste. Voilà, ça c'est ma façon de voir les choses. Je n'ai rien contre les socialistes, hein. Enfin, chacun a sa pensée, et moi, celle-là, c'était la mienne. Et bien voilà que 2 jours avant les élections, Bayrou dit « Faites comme vous voulez, mais moi, je vote socialiste ». Alors là, la situation ne s'est pas arrangée, et je lui ai demandé à Jean Lassalle s'il allait faire la même chose. Et Jean Lassalle m'a dit « Non, moi je suis un peu comme toi, peut-être un peu moins, mais un peu comme toi, et je ne serai pas, j'ai 57 ans comme toi aujourd'hui, je n'ai jamais été socialiste, et je ne le serai pas à partir d'aujourd'hui, je l'aurais été avant si j'avais dû l'être. Et puis je pense que, bon, Bayrou, il est allé un peu fort. Il a dit, on était dans un groupe, je parle à ta place, hein, on était dans un mouvement indépendant, et quand on dit qu'on va voter pour l'un ou pour l'autre, on n'est plus indépendant. Donc moi je me désolidarise de cette façon de s'exprimer en tout cas, pas de penser peut-être, puisque quand les gens étant indépendants, ils font comme ils veulent, mais en tout cas de s'exprimer. Et donc, après ça, je lui ai répondu que oui. Mais je m'étais déjà préparé un peu dans ma tête. Il aurait fallu qu'il y ait un grand séisme pour ne pas que j'y aille. Parce que quand j'ai vu que 60%
où 59% de la circonscription était à gauche, et que je voyais que le candidat de la gauche était François Maïtia, je me suis dit, de toute façon, là il y a péril en la demeure, et moi je ne souhaite pas que Maïtia soit député de cette circonscription, et alors il faut que j'aide le seul qui a une chance de le battre, c'est-à-dire Jean Lassalle. Je considère que dans ce vaste territoire de la 4e circonscription, dont la plus grande ville est Oloron avec 12 000 habitants, c'est un territoire complètement rural, où il y a la montagne, l'agriculture de montagne, la zone rurale, la petite entreprise, la petite économie. Il faut sur ce territoire des gens difficiles à maintenir, animés. L'agriculture, si on ne s'en occupe pas, mais même si on s'en occupe, a tendance à s'effriter. Les services publics ont tendance à dégager. Les petites entreprises, elles ont plus de difficultés à s'installer ici qu'à proximité de Pau ou à proximité de Bayonne. Et alors, je me dis, il faut des gens ici qui savent de quoi ils parlent quand ils veulent négocier ou défendre leur territoire. Et je pense que Jean Lassalle, il n'a pas manqué aucune occasion d'exprimer son attachement à ce territoire et à parler des besoins de ce territoire et à défendre ce territoire à Paris jusqu'à donner de sa personne que certains se moquent de lui ou contestent, mais enfin, quelqu'un qui prend à cœur à ce point son territoire et l'exprime au niveau parisien, au niveau de l'Assemblée nationale, je pense que c'est bien pour nous et qu'il faut le remercier d'une part de l'avoir fait, d'avoir défendu le territoire et l'encourager à continuer à le faire. Il y a tellement de députés, à mes yeux, quand je les regarde, qui sont issus de territoires ruraux, qui disent comme nous qu'il faut s'en occuper, mais qu'une fois à Paris, ils oublient, qu'ils se parisianisent et qu'ils essayent au contraire de ne plus parler de la boue et de la merde de nos territoires pour essayer d'avoir un macaron parisien de responsabilité de commission, de ministre, de je ne sais quoi. Je pense que Jean Lassalle, il a laissé tomber tout ça, enfin il n'a pas en tout cas, je pense qu'il n'a pas tenu compte de tout ça, et il a continué à parler de ces territoires et de ces montagnes comme s'il avait été maire de Lourdios, Icher. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité y aller. François Maïtia, c'est un technocrate de la politique. Je l'ai vu à Saint-Jean-Pied-de-Port l'autre jour, et il m'a dit, j'ai entendu que tu disais du mal de moi. Ah non, je lui ai dit que tu es un très brave type et qu'on a de très bonnes relations humaines entre nous. Oui, mais tu dis que je suis un technocrate. Ah bien oui, c'est vrai, mais technocrate, c'est pas une insulte. Il y en a tellement qui voudraient se faire traiter de technocrate, et, parce que ça les valoriserait, que lui, il a pris ça pour une insulte. Mais c'est vrai, François Maïtia, c'est un enseignant qui a été mis à disposition du parti où il a été remplaçant, et il n'a réfléchi que politique. Il s'est jamais intéressé à l'agriculture, il s'est jamais intéressé à la montagne un peu, il s'est jamais intéressé à l'économie locale, au commerce. Ça ne le passionne pas. Donc voilà, avec tout le respect que je lui dois, avec tous les sentiments personnels que je peux avoir pour lui, je pense que ce n'est pas le député qu'il nous faut. Voilà. C'est pour ça que je suis allé avec Jean Lassalle. Je ne vais pas faire plus long. Les candidats nouveaux le découvrent, ils n'en reviennent pas. Mes accompagnateurs non plus se demandent comment c'est possible. Et vous avez vu une petite idée de la somme de complexité, de difficultés, souvent contradictoires d'ailleurs, à laquelle il faut faire face. C'est-à-dire que je crois que c'est des élus chevronnés, en pleine possession de leurs moyens physiques et moraux, qu'il faut s'adresser pour réussir cela et le réussir au quotidien. Parce qu'un territoire comme celui-ci, je m'honore ma foi, de l'avoir non seulement servi et respecté, et de l'avoir labouré jour et nuit, depuis que vous m'avez fait confiance, depuis que j'ai eu d'ailleurs le privilège de démarrer pratiquement 20 ans durant comme suppléant avec Michelin Chospé. Je crois que j'ai été présent
Et quand on voit ce que ça mesure, ce que ça représente, on se dit que, ma foi, ça prend du temps. Si on veut tenir un peu son rôle à l'Assemblée, il faut y être mardi, mercredi et une partie du jeudi, pratiquement 3 jours. La semaine, on ne fait que 7 jours. Le vendredi, vous savez, vous êtes accablé de dossiers et je suis en même temps conseiller général. Je profite de l'occasion pour dire, même si ça doit me faire perdre quelques voix, après tout, tant pis, il faut assumer, que moi, je ne suis pas un fanat du mandat unique. Parce que je sais à quelle vitesse, Lémy le disait à l'instant, mais on peut se perdre facilement sous les lambris parisiens. Parce qu'une fois qu'on est un peu éloigné des réalités, eh bien, on les relativise. Tandis que lorsque vous revenez sur ce territoire et que vous exercez une autre responsabilité, j'ai l'immense honneur d'être l'un des rares, peut-être le seul, député à être maire d'une commune de 157 habitants. Eh bien, je peux vous dire que lorsque je retrouve mon adjointe, qui est d'ailleurs ici, eh bien, j'atterris. Et j'atterris sur tous les sujets qui font le quotidien de nos concitoyens. Je suis conseiller général et je trouve qu'il y a une très grande complémentarité entre ces mandats parce que lorsque je suis sur un territoire, je ne perds pas de temps à être conseiller général et je ne perds pas de temps à être député parce que je suis le seul et même élu. Mais ce que je découvre dans la proximité du mandat au plus proche du terrain me sert et me nourrit pour vous représenter à l'Assemblée nationale. Alors, ceci étant, je crois que, comme dans toute chose et dans toute grande cause, il faut retrouver de la raison. Je pense que le cumul des mandats tel qu'on a pu le connaître, il ne faut plus le pratiquer. Un député ne peut pas être président de conseil général, ne peut pas être président d'une région, c'est absolument impossible. Sur les maires, je laisse le soin à M. le Président de la République nouvellement élu, qui a pris des engagements, et à son gouvernement de décider. Et je lui souhaite bien du courage. Et aussi, si vous permettez, bien du plaisir. Mais un mandat d'élu local et un mandat de député, non seulement c'est utile, mais excusez-moi de le dire, je pense que c'est absolument vital. Parce que on se coupe tellement vite. C'est tellement difficile d'exprimer à Paris la réalité de ce que nous vivons ici, que si vous n'êtes pas vraiment armé, si vous ne vous êtes pas fait secouer, si vous n'êtes pas fait engueuler même de temps en temps, et si vous n'avez pas cette réalité qui vous obsède, vous perdez cela de vue. Alors je disais que c'était une affaire une très belle histoire, que celle que nous vivons avec Lémy, parce que nous avons été les plus jeunes maires de France, sans le savoir d'ailleurs, ni l'un ni l'autre. Nous l'avons appris. Vous connaissez le détail de l'histoire, donc je ne vais pas allonger, je ne vais pas le raconter, tout le monde le sait. Et dans le fond, moi, dès le jour où j'ai su qu'il existait, j'ai eu l'intime conviction que nous aurions rendez-vous. Et que nous aurions rendez-vous pour faire de grandes et belles choses. Je ne sais pas pourquoi, vous avez des intuitions qui vous traversent l'esprit comme ça. Il y a des gens avec qui vous pourriez vivre 1000 ans et il ne se passerait jamais rien. Et vous en avez d'autres qui, sans les connaître, ou en les apercevant une fraction de seconde, vous avez le sentiment que vous ferez route toute la vie et que ce que vous ferez sera à la fois beau et marquant. C'est ce qui s'est produit. Il a eu l'occasion d'expliquer tout à l'heure, et j'ai eu l'occasion d'en rajouter un petit peu plus sur son parcours de vie. Il tient du roman, si on regarde bien, sa réussite sur le plan professionnel, coopératif, mais sur le plan familial. Parce que reprendre l'exploitation familiale, à l'époque où Jean Ferrat parlait du formica de la ville, c'était pas évident à l'époque. Et y réussir, trouver un associé avec qui on s'entende, c'est très très difficile. Il l'a fait. Et remettre 2 fils
planter 2 fils sur l'exploitation qui vont continuer, ça c'est vraiment un petit peu magique. Alors ça ne se fait pas tout seul. Quand de plus on a une infirmière et un médecin, je me trompe toujours, une pharmacienne et un médecin dans la famille, on se dit que ce n'est pas totalement échoué, ce n'est pas une vie pour rien, même si c'est loin d'être fini, mais il faut certainement qu'il y ait une maman. Parce que des choses comme ça ne peut pas se réussir tout seul. Et il faut qu'il y ait une famille. Et c'est peut-être ce qui est aujourd'hui le plus difficile à réussir. Et quand on a la chance de réussir une vie professionnelle, qu'on a la chance de reprendre ce qui vient du père pour le transmettre au fils, et qu'on appelle le patrimoine, et qu'on a la chance par-dessus le marché d'avoir une réussite familiale, eh bien je dis que ça mérite d'aller loin, et que c'est quelque part un exemple. Voilà pourquoi je pense que c'est une belle histoire. Alors ensuite, sur ce que je suis, et ce que j'ai été, et ce que je serai, si vous nous faites l'honneur de nous élire, je vais vous dire tout de suite, parce que ça va me faire gagner du temps, je n'ai aucune intention de changer. On me dit depuis que je suis tout petit, ne change pas. À mesure que je prends des responsabilités, on me dit ne change pas. Et maintenant, on me reproche presque de ne pas changer et d'être un peu casse-bonbon. Excusez-moi, mesdames. Mais je suis fier, au fond de cela, parce qu'on est dans un monde tellement changeant qu'au fond, le fait d'avoir, ne serait-ce que quelques unités qui ne changent pas, eh bien, ça crée un petit pôle de stabilité qui permet de donner confiance. Ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, dans un monde éperdu, qui a été bousculé comme il ne l'avait jamais été certainement en dehors des grandes guerres et des guerres mondiales, qui a basculé au cours de ces 30 dernières années et qui se retrouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Donc je suis... il m'a très bien positionné, donc ce n'est pas la peine, je répondrai à vos questions. Je suis un peu à votre image. Et je me retrouve très profondément dans ce que vous êtes. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette histoire entre nous. Je suis profondément indépendant d'esprit dans ma tête. Je n'ai jamais supporté d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Et je n'ai jamais supporté que quiconque m'impose quoi que ce soit, de quelque manière que ce soit. C'est pour ça que je crois être un homme de discussion, de dialogue et d'échange. C'est ce qui manque le plus, certainement, à notre société aujourd'hui. Donc je resterai celui-là. Alors il m'a été fait reproche de ne pas avoir voté toutes les lois ou tous les projets présentés par le gouvernement du président Sarkozy. C'est vrai. Mais reconnaissez que la dernière élection qui m'avait permis de continuer ma mission, mon chemin, m'avait quand même quelque part mis sur cette voie. Parce qu'au fond, si notre circonscription avait voulu quelqu'un qui vote tout ce que proposait le président Sarkozy, il y avait largement le choix. Je pense que M. Luc Béreil et M. Benyatin Sospé l'auraient fait parfaitement. Et s'ils avaient voulu quelqu'un qui s'oppose à tout, et ils auraient pris M. Domecq qui aurait été très enchanté de le faire aussi. J'ai eu la chance d'être le seul produit d'une triangulaire. D'ailleurs, dans une configuration que les politiques interrogent encore, les politologues français s'interrogent encore pour savoir comment le député Lassalle a pu être élu député dans ce territoire après avoir été largement dominé au premier tour. Je suis peut-être plus engagé que la plupart d'entre eux, sur le domaine social notamment, mais je suis plus libre. Et s'il y a une question qui est essentielle aujourd'hui, c'est de savoir si on est libre dans son esprit ou si on ne l'est pas. Donc, je voterai ce que je crois, mon âme et conscience, devoir voter, et je ne voterai pas ce que je ne voudrais pas voter. Alors, si vous voulez quelqu'un qui vote tous les projets du gouvernement du nouveau président, il faut prendre M. Maïtia, parce qu'il va le faire très bien.
il va lever la main. D'ailleurs, il ne va pas la baisser pendant 5 ans. Voilà. Si vous voulez quelqu'un qui vote systématiquement contre, comme il est ambitieux et brillant, et qu'il veut gagner du galon, c'est normal. Il faut mettre M. Oxivard. Il votera contre systématiquement, et lui aussi aura la main toujours levée, et il ne la baissera certainement pas pendant le mandat, lui non plus. Alors tout ça c'est bien, mais figurez-vous que pour moi, l'Assemblée nationale et le Parlement, je m'en fais une autre opinion. Parce qu'il y a 2 phrases à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est le lieu de l'expression du peuple français dans sa diversité. Point. Le peuple français élit ses députés d'une manière souveraine au suffrage universel. Point. Voilà les 2 phrases. Est-ce que vous croyez que c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, quand les uns votent systématiquement oui, et les autres systématiquement non, sans pratiquement l'once d'une discussion? Et j'avais dit à Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a fait ses lois sur les territoires, je lui ai dit, tu vois, Nicolas, tu as un problème. C'est que toi, tu as fait trop Paris, Neuilly, Neuilly, Paris. La France, c'est plus complexe que ça. Et c'est plus grand. Et c'est dommage que tu aies suivi la nomenclature. La nomenclature, c'est un petit peu le commissariat au plan, vous savez, c'est aussi Bercy. C'est quelques dizaines, même pas de centaines, de dizaines de hauts fonctionnaires qui se cooptent, l'école des mines, le Polytechnique, l'ENA, et qui, en relation avec des copains qui sont installés à Bruxelles, réfléchissent sur l'avenir idéal de la France. Alors j'apprends que c'est Alain Rousset qui serait nommé à leur tête. Franchement, je me dis, en connaissant l'homme et le contexte, au fond, il ne pouvait pas rêver mieux. Parce que lui va y être très bien, il adore ça, c'est-à-dire des plans sur la comète, et en même temps, vous notez que je ne dis du mal de personne. Et en même temps, eux, ça va les conforter. Seulement le problème, c'est que les représentants du peuple, dans tout ça, ils sont un petit peu oubliés. C'est ça le problème. Et parmi des choses qui ont été concoctées, il y a effectivement cette réorganisation totale de la France sur un schéma purement urbain, où l'on ne conduit plus la France qu'en fonction du nombre de milliers ou de centaines de milliers d'habitants qu'il faut représenter, et non plus sur les territoires. Et ça, ce n'est pas l'histoire de France. Parce que l'histoire de France est intimement liée au couple, territoire et hommes qui ont choisi d'y vivre, comme je le disais tout à l'heure, à notre ami, et de le servir. Si vous nous faites l'honneur de nous élire, c'est 2 députés que vous allez élire, contrairement à toutes les autres circonscriptions. Parce que dans les autres circonscriptions, le suppléant est oublié au bout de quelque temps. Ici, il ne peut pas être oublié. J'ai été suppléant d'Inchospé, Michel Inchospé, à qui je tire ma révérence. Je trouve d'ailleurs curieux que sa famille politique ne lui rende pas davantage hommage qu'elle ne le fait, parce que ça a été un homme considérable, avec qui j'ai beaucoup appris. Mais pendant que j'étais suppléant, j'ai quand même eu assez de pouvoir, avec son appui, pour faire, imaginez-vous, un tunnel de 8 km 600. Donc ça veut dire qu'on est quand même reconnu. C'est-à-dire que sur le même bulletin, il y a les 2 noms. Et qu'il n'y a aucun fonctionnaire, aucun responsable qui veut courir le risque de ne pas consulter le suppléant d'un territoire qui a été ainsi élu. Et depuis que Jacky Comet avait été battu par Beñat Inchospé,
je sentais, et ça a été fait en plein accord avec lui, et je lui rends hommage parce que sinon je n'aurais jamais été député. 1000 fois merci Jackie Koumet. Eh bien, je veux dire qu'il fallait un homme reconnu au Pays Basque et au Pays Basque intérieur. Je crois que nous sommes en mesure, nous avons la maturité, l'expérience, la capacité aussi à comprendre pour continuer à vous servir. Et notre souhait le plus cher, c'est de continuer à le faire. Je vous remercie. Je suis d'abord, bien sûr, comme tout le monde, tellement heureux que la France et l'Allemagne se soient réconciliées. Parce que si ça avait continué, s'il n'y avait pas eu ces visionnaires qu'ont été les pères fondateurs, ensuite De Gaulle, le général, le président, cet homme exceptionnel, et le président Adenauer, pour décider de mettre le charbon et l'acier en commun, nous serions certainement un certain nombre ici de la même génération à figurer sur un monument aux morts, parce qu'on était parti au rythme de 20-30 ans pour éliminer systématiquement notre jeunesse et la mettre à mort. Nous nous sommes saignés comme il n'est pas possible de nous saigner. Nous sommes réconciliés, l'Europe a bien démarré. C'est certainement l'un des plus beaux projets humains qui ait jamais été imaginé. Le problème, c'est que depuis une quinzaine d'années, nous déjouons, parce que, à mon avis, on ne sait pas tout à fait construire ce que devrait être la communauté européenne. Nous sommes trop fascinés encore, trop marqués par les États-Unis d'Amérique. Or, les États-Unis d'Amérique ne pourront jamais être un modèle valable pour la communauté européenne qui a des siècles d'histoire dans ces pays. Alors, l'Allemagne, toutes ces précautions étant prises, a quand même une singularité, bien que nous soyons très proches de nos frères allemands. C'est que l'Allemagne a toujours eu, c'est toujours un petit peu, alors, disons, distancé de l'agriculture française. Que l'agriculture française, elle a toujours un peu agacé. Parce que l'Allemagne a les 2/3 du territoire français et 90 millions de citoyens sur ce territoire-là, alors que nous avons un territoire plus grand et nous avons 65 millions d'habitants. Et l'Allemagne a été dérangée un petit peu par la capacité de production de l'agriculture française. Et elle a joué un rôle qui n'a pas été toujours très positif au fil des années, depuis 30 ans, pour consolider ce qui aurait dû être un élément majeur, c'est-à-dire l'agriculture française. Je veux ajouter que les Britanniques n'ont pas du tout joué le jeu non plus. Parce que les Britanniques jouaient sur 3 tableaux. Le Commonwealth, les États-Unis et puis un petit peu l'Europe. Et ces 2 convergences un petit peu négatives réunies ont amené, malheureusement, à décimer l'agriculture française. Parce que lorsqu'il y avait 3 ou 4 millions d'exploitations en France, il y en avait peut-être trop. Mais aujourd'hui, à 300 000, il n'y en a pas assez. Et non seulement c'est la capacité de production d'un des plus grands pays agricoles du monde qui est en jeu, mais c'est aussi l'entretien des paysages et l'entretien du territoire d'un des plus beaux pays sur le plan esthétique et d'un des plus stratégiques, en plein cœur de l'Europe. Là, je pense que, et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui explique les tensions régulièrement qui se font jour. Au fond, je crois que la France a peut-être été trop généreuse dans la reconnaissance de l'Allemagne comme pilier industriel, ce qui nous a fait un petit peu nous désarmer sur ce plan-là, si j'ose dire. Parce que nous aussi, nous avons un passé industriel exceptionnel. Et nous avons peut-être trop, si je peux me permettre, quels que soient les régimes qui se sont succédés, été, magnanimes à l'égard de l'Allemagne, et nous n'avons pas suffisamment défendu pied à pied notre agriculture. Et à partir de ce moment-là, notre agriculture étant l'élément
exportateur numéro 1 de notre commerce, ce qui nous permettait de rayonner dans le monde entier, eh bien nous avons perdu effectivement, vous avez raison, des parts de marché qui, à mon avis, doivent être absolument reconquises. C'est un des enjeux de l'avenir de l'Europe. Et c'est bien entendu l'un des enjeux de la France pour demain. Donc je ne peux qu'aller dans votre sens. J'espère que ma réponse vous aura, enfin, peut-être pas entièrement convaincu, mais au moins l'idée est là. Et je crois qu'il n'y a rien de plus urgent que de reprendre d'urgence notre agriculture en main, de la réformer, de la remettre à la mode, de remettre à la mode tout ce qu'elle engendre. Quand on voit ce qu'on voit au Pays Basque ici, qui est d'ailleurs un exemple unique à part avec la Bretagne, sauf que c'est, excusez-moi, j'espère que vous n'êtes pas breton, mais c'est peut-être plus raffiné qu'en Bretagne. En Bretagne, ils ont fait ça plus gros. Ici, c'est juste à la taille humaine. Et l'Urberie, c'est précisément ça, s'inscrit dans ce domaine-là. Comme d'ailleurs toutes les autres entreprises de transformation, et même celles qui naissent actuellement, par exemple dans la vallée des Aldudes, sont un modèle de genre, d'intégration de petites unités dans le territoire. Les Allemands aujourd'hui, les Danois, qui étaient leaders en porc, vont faire élever et abattre leurs porcs en Allemagne, parce que les Allemands, ils prennent les salariés polonais, hongrois ou bulgares au tarif bulgare, polonais ou hongrois. Donc comment voulez-vous lutter contre ça? L'Espagne, il y a un entrepreneur là, l'Espagne aujourd'hui, ils payent le tiers de l'impôt que l'on paye, nous les salariés. Le personnel, ils ont fait baisser les salaires au personnel. Vous avez aujourd'hui, ça va être le même problème, Altuna et Uria, qui a pris des marchés du Conseil général sur la corniche à Hendaye. Mais si on laisse faire, eh bien, dans 5 ans, les entrepreneurs, comme les paysans, les entrepreneurs du Pays Basque, ils vont chuter, ils vont être morts. Ils vont être morts, voilà. Mais ça, c'est simplement parce qu'on ne finit pas l'Europe. Comment voulez-vous lutter contre ça? Les Allemands, ils ont des salariés payés, tarif polonais, tarif hongrois, tarif bulgare. Nous, un Bulgare qui vient ici, un Polonais qui vient ici, il disait que le SMIC était trop bas, mais il faut le payer au tarif d'ici. Bon, voilà, déjà, rien qu'avec ça, on ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter. Voilà. Moi, mon point de vue, c'est qu'il n'y a malheureusement plus rien de politique dans les décisions qui sont prises. Donc je pense qu'il va falloir passer par une période, parce que ce que tu dis est absolument vrai. Et s'il y avait des maraîchers ici, ils sauteraient au plafond, parce qu'ils produisent des produits exceptionnels et ils sont concurrencés directement par les Espagnols juste à côté. Donc moi, je crois qu'il va falloir passer, si on veut faire vraiment, si on veut faire avancer les choses, par une période transitoire, on appellera ça un mémorandum, on appellera ça, je ne sais tout ce qu'on voudra, on peut trouver des termes, le temps que l'on remette du politique dans cette affaire. Et ensuite, il faut que, c'est pas qu'avec les Espagnols, c'est qu'on a intégré beaucoup trop rapidement, mais arrêtons le choix, ça c'est notre paire de manches, mais tous les pays d'Europe qui étaient sous l'emprise de l'URSS, ce qui fait qu'aujourd'hui, les disparités sont absolument ingérables. Donc je pense que, je crois, et encore excusez-moi si je perds quelques voix, mais tant pis, ça fait rien, je pense qu'il va falloir effectivement passer par une période où nous allons devoir faire de nouveau de la réglementation, parce que je ne vois pas d'autre solution. En attendant de pouvoir harmoniser, comme le dit l'EMI, et de pouvoir avoir des règles qui fonctionnent. Chut. Mais enfin, la France, pour en arriver au point où elle en est arrivée, elle a mis des décennies. Elle a mis des décennies pour harmoniser l'Auvergne avec le Massif central, avec la Bretagne, avec les Pyrénées, etc. Comment voulez-vous qu'un territoire aussi vaste, aussi contrasté, avec des histoires, une histoire aussi forte, puisse le faire uniquement en quelques années? C'est impossible. C'est parce que ce n'est plus des politiques directement reliées au peuple qui conduisent cette affaire qu'on marche sur la tête. Donc moi je pense qu'on va devoir passer par une période transitoire. Et là, j'attends de voir les dispositions que prendra par exemple le président Hollande et sa capacité de discussion avec les principaux pays. C'est un des enjeux majeurs et c'est peut-être une des causes de la crise. Voilà. Donc moi je crois qu'effectivement, on doit à un certain moment revoir un petit peu
la copie. Si je peux me permettre, je voudrais dire une autre chose, c'est que il faut construire l'Europe, mais il faut arrêter de douter de nous, de la France. Et parallèlement à la construction de la France, à la construction de l'Europe, la France doit rejouer son rôle, parce qu'elle ne le joue plus. Elle peut s'appuyer sur une francophonie qui est certes encore un peu balbutiante, mais ce n'est pas normal que l'anglais ait pris le contrôle du monde entier. Ce n'est pas normal que l'anglo-dollar règne en maître. Moi, je crois qu'il faut, puisqu'il n'y a plus aujourd'hui, et fort heureusement, la dualité communisme-libéralisme, c'est encore pire parce que c'est la finance qui a tout pris en main et on ne la maîtrise plus, mais il faut au moins qu'il y ait deux moyens d'aborder la situation. La France doit rejouer son rôle avec ses moyens. C'est ce qu'on a dit quand on a dit réindustrialisons, reproduisons français, relançons notre agriculture. Moi, j'y crois. Et à partir de ce moment-là, si on passe par une période transitoire sur laquelle on peut se mettre d'accord parce que c'est l'intérêt de tout le monde, tu as raison, l'agriculture espagnole n'est pas du tout l'agriculture française, elle est bien de ça, mais on a quelques chances d'en sortir, sinon on va tous à la catastrophe. Voilà ce que je voulais simplement ajouter. Moi, je crois que la France a les possibilités de reprendre davantage son destin en main. Et ça ne sera qu'un très bon point pour l'ensemble de l'Europe. Mais je voudrais ajouter autre chose. C'est qu'il faut, à mon avis, réintroduire de l'ingénierie et du savoir-faire là-dedans. Notre grand malheur, c'est que nous vivons sur des acquis, mais nous ne savons plus mettre en place des facilitations comme nous en avons, par exemple chez nous, quelques-unes. Moi, je vais citer par exemple chez moi, je connais bien le centre Vin d'Ordiard, je connais l'institution patrimoniale du Haut-Béarn. Mais c'est extraordinaire de mettre de l'ingénierie, comme vous l'avez eu, vous, sur d'autres domaines. Mais l'Urberie, d'une certaine manière, a créé de l'ingénierie. Le nombre d'ingénieurs qui sont venus, toi avec ton entreprise, avec les autres qui sont installés, on a élevé le niveau de réflexion. Toi, dans ton entreprise, tu as fait la même chose. Et moi, je crois qu'il faut mettre des organes de facilitation qui soient directement placés sous l'égide de l'élu et qui puissent travailler à la fois avec l'élu et l'industriel ou l'entrepreneur. C'est ce qui nous manque le plus. Lémy le dit très souvent, et je suis 1000 fois d'accord avec lui. Ça manque. Ces organes qui inventent de nouvelles manières d'être, de nouvelles manières. Il y a des entrepreneurs qui pourraient devenir des entrepreneurs, ils ne savent pas devenir entrepreneurs. Ils sont noyés avant d'exister. Et il y a des entrepreneurs qui sont entrepreneurs qui ont les pires difficultés à le rester parce que personne n'est là pour les aider dans cette montagne de papier. Voilà. Et je profite de l'occasion pour saluer Jean-Louis Cazette, parce que c'est un ami qui me soutient depuis de longues années, qui nous soutient et qui est là, et qui s'en est toujours sorti dans cet hostivaret et dans ce canton si difficile, et qui est là, souriant, au premier rang. Non, il n'a pas sommeil, tu le regardes mal, il n'a pas sommeil, il est en pleine vie, il est en train de réfléchir. Il y a une différence entre l'actuel exercice, enfin l'actuel exécutif du Conseil général et nous, c'est que nous étions, bon, nous portons la transparence en nous. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, nous sommes libres dans nos têtes. Eux, ils sont beaucoup plus, vous savez, comment je dirais, dogmatiques, d'une certaine manière, et ils cultivent le culte du secret. Alors, ce n'est pas impossible, parce que quand je vois à quelle vitesse ça avance dans un an, qu'ils aient peut-être des arrière-pensées. Croyez-moi, il va le faire. C'est pas tomber à l'oreille d'un sourd, mais moi aussi, je vais me renseigner pour savoir ce qu'il en est. Pour répondre à la question d'Oxibar, je vous donne simplement le tuyau. Ne le poussez pas trop haut, parce que comme ça va régler tout le problème. Bon, franchement, on n'a pas absolument besoin de lui. On a réussi à se débrouiller jusqu'à maintenant sans lui. Il n'a aucun mandat local. Bon, donc vous ne le poussez pas trop, vous ne faites pas comme avec Frédéric Espagnac, ce qu'ont fait les socialistes, qui les a tous surpris, c'est pas la peine. Faites-nous confiance à nous, et du coup, vous allez voir que tout va très bien se passer. Très bien se passer. Donc je pense que c'est la meilleure réponse qu'on puisse vous faire. Lorsque je suis monté, plus souvent qu'on ne le dit, à la tribune de l'Assemblée, et sur tous les domaines, parce que justement, je voulais marquer très fort, parce que j'étais seul, le problème
de l'avenir des 2/3 du territoire français, c'est-à-dire de ses campagnes. J'ai voulu intervenir sur tous les sujets, le budget, la défense nationale, l'économie. J'ai voulu intervenir sur les sujets les plus difficiles. Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'on a lu au fond du PV du journal officiel à la suite de l'intervention de Jean Lassalle? Je ne vais pas me vanter, et après tout, il y en a tellement qui me tapent dessus que je pourrais même le faire un peu. On a lu applaudissements sur tous les bancs de l'Assemblée. Ça voulait dire que ce que je disais n'était pas forcément faux. Et j'ai vu beaucoup de députés me dire « Tu dis tout haut ce que nous pensons tout bas ». Je lui ai dit « Mais dis-le, toi aussi. Ne vote pas n'importe comment ». Il me dit « Oui, mais si je le dis, je vais avoir une primaire. Ça illustre complètement ce que vous disiez tout à l'heure. » Je lui ai dit « Et alors ? Et alors ? Moi, j'ai toujours des primaires, des secondaires, des tertiaires et des triangulaires. Ça me permet ensuite de pouvoir la ramener. Et je n'ai pas à m'écraser devant qui que ce soit. Et il ne faut pas confondre l'indépendance d'esprit avec le bordel. C'est-à-dire que je comprends que lorsqu'il y a une majorité, il faut quand même travailler là-dedans, mais ça ne veut pas dire, comment je dirais, voter, malheureusement, sans connaître toutes les connaissances du vote, comme ça, à main levée, tout ce qui vous est présenté. Il faut aussi participer à l'édification du texte et voir comment il s'inscrit aussi bien pour la France qu'aujourd'hui pour l'Europe. Nous avons entériné, sans dire un mot, les 3/4 des directives européennes. Il n'y a pas eu un seul débat à l'Assemblée nationale. Comment voulez-vous que les Français s'y retrouvent? Je ne parle que de ça. Voilà, sinon je serai trop long. Allez.